a été épatante. Et il s'en est suivi pratiquement 9 ans et demi donc de travail très assidu avec elle. Autour d'elle avec beaucoup d'autres musiciens et au conservatoire et à l'école normale, mais enfin c'était tout de même, et tout le monde le savait, mon guide musical, n'est-ce pas? C'était ma raison d'être.
Attention. Alors, papa aujourd'hui. Le nez qui coule. Ah, le nez qui coule? Oui. C'était bien l'école? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin? J'étais à la cour, ma maîtresse du travail. Je voulais faire pipi. Demain, je vais faire pipi. Oh non! Nadia, tu viens? Maman, elle est là? Non, maman n'est pas là parce que maman va déjeuner. Nadia, elle est toute seule. C'est nous comme là avec Nadia. Maman, elle est où, maman? Nadia Boulanger tenait à ce que je reste un élève et non pas devienne un enfant prodige déjà concertiste. Alors, comme je n'ai pas été exploitée comme enfant prodige de tout point de vue, que ce soit médiatique ou... enfin, d'ailleurs, à l'époque, ça n'existait pas vraiment non plus, même le mot médiatique. J'ai l'air de parler comme si j'étais déjà un vieillard, mais c'est vrai que c'était une autre époque. Et je jouais quelques concerts dans des endroits prestigieux avec des musiciens fantastiques, mais c'était toujours comme des sortes de grandes masterclass pour moi en fait. Et c'est comme ça que je les prenais, heureusement. Et à sa mort, j'avais presque 18 ans et c'est à ce moment-là que les choses se sont déclenchées au point de vue de ma carrière. Je me suis mis à jouer des concerts parce que j'ai senti le besoin épidermique de jouer pour le public, une sorte de bête de scène qui se doublait du compositeur, mais un petit peu différemment, parce que c'est complémentaire. Le transcripteur ensuite, offrir au public des œuvres un peu différentes que seulement celles du répertoire. Mais tout ça, ça découle d'une même source, c'est-à-dire servir et aimer la musique. Je n'ai pas joué naturellement beaucoup de musique russe, parce que je ne suis peut-être pas, d'ailleurs je ne suis pas du tout un élève de l'école de là-bas. Donc là-bas, bien sûr, ils sont nourris au biberon de Rachmaninoff et tous les autres, et les moins connus qu'ici, et qui sont magnifiques. Et donc, ils jouent beaucoup ça, c'est dans leurs veines. Moi, j'ai donc baigné dans une atmosphère de musique ancienne et puis de musique française par Fauré, qui était le maître de Nadia. Et donc, pour moi, ça a été tout naturel de jouer le répertoire français et le répertoire tout court. Quant au répertoire russe, il est venu en moi plus tard, maintenant, adulte. Et je redécouvre ce répertoire avec l'intellect de quelqu'un qui a déjà visité d'autres choses, plus cérébrales pour certaines. Et je découvre bien sûr mes origines. Et oui, je peux dire que j'ai un amour profond pour Rachmaninoff. Et pour ceux qui ont connu Mlle Boulanger, savaient qu'elle n'aimait pas Rachmaninoff. Ça peut être choquant. Mais moi, j'essaye dans Rachmaninoff, quand je joue maintenant, vu donc que je le retrouve sans l'avoir connu enfant, comme Mozart et les autres, pianistiquement parlant, je le trouve là. Oui, c'est une rencontre de mon âme slave, là. Et donc de ce côté-là, ça m'émeut beaucoup.
Alors nous sommes ici dans l'auditorium de la maison de Mademoiselle Boulanger à Gargenville, qu'elle a construit dans les années 30 et où elle a séjourné aussi avant de partir aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale avec Stravinsky. Valéry était voisin, Pugnot était avant maire et voisin aussi. C'est un lieu plein de vie et de toute vie, habité actuellement par la marraine de mon fils, Marie-Françoise Vauquelin, et on passe ici quelques moments magnifiques dans ce jardin quand on fait aussi des concerts en hommage aux sœurs Boulanger et en invitant des artistes se produire dans cet esprit et passer une après-midi musicale jusqu'au centenaire de Lily qui a eu lieu en 93. Donc déjà un lieu qui a été réhabité par la musique vivante, parce que c'est très important. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'imaginer qu'elle a fait un travail d'acousticien, car il y a 280 caissons qui sont castrés et qui permettent d'avoir dans le plafond donc l'acoustique pour meilleure sonorité. Anecdotiquement, il y a un petit bar que moi j'avais imaginé dans le bar Stravinsky, parce que peut-être qu'il prenait un peu de vodka entre deux séances de 4 mains avec Nadia Boulanger, comme racontait le fils de Paul Valéry. Khachaturian, c'était durant une merveilleuse soirée, on a dîné donc à la rue Balu, et après le dîner, il a joué quelques pièces. Sa femme, Nina Makarovna, a joué aussi des pièces, à elle. Et puis, Mademoiselle Boulanger a demandé à ce qu'Émile joue aussi des pièces à lui. Alors, j'ai joué des pièces à moi. Enfin, j'étais enfant, naturellement, mais pas traitée en tant que telle, ni au-delà, d'ailleurs. Simplement, j'étais là. Et c'était merveilleux d'y être, parce que je savais qu'il était Khachaturian. Donc, je n'étais pas inconscient, au contraire. Je goûtais magnifiquement cet instant. C'était pas du tout une conscience. Mais malheureusement, 2 ans plus tard, sa femme est morte, et lui, quelques années après aussi. Et donc, ensuite, Mademoiselle Boulanger est morte, et sur cette photo, il n'y a plus que de moi, des vivants. Et je me souviens de la main doucement posée, avec une certaine douceur, de Khachaturian sur ma tête, et il me disait en russe « Uchis trudis », veut dire travaille et persévère. C'était très important pour lui. Et durant le dîner, il avait évoqué le fait qu'il avait toujours regretté de ne pas avoir été un compositeur intellectuel. Et surtout de ne pas avoir été un étudiant de Nadia Boulanger.
c'est vraiment une œuvre un peu antinomique pour Tchaïkovski. Mais en même temps, il découvre cette énorme tendresse qu'il avait, qui était cette sorte de musique slave qu'il habitait, mais au fond qu'il a transcendé aussi. Parce qu'il n'a pas trop puisé dans le folklore comme certains de ses compères. Il en a fait presque une sorte de folklore à partir de sa musique à lui. Et il est devenu russe parce que Tchaïkovski. Mais il y a dans ces saisons des choses qui sont lisibles tout de suite. On peut tout de suite sentir un climat, une douce chaleur vous envahir, une atmosphère. Au fond, ce qui est magnifique avec la musique, c'est qu'elle ne dit rien, elle dit tout. Alors on n'a pas à expliquer, on n'a qu'à mettre en scène la situation. Et donc donner à chaque spectateur dans la salle la possibilité d'exercer son imaginaire. Et en tant qu'interprète, on est un petit peu comme un guide qui prend par la main pour cette promenade qu'il propose ce jour-là. Et il faut rester, je crois, à ce niveau-là, parce qu'une interprétation n'est ni définitive, un concert n'est pas à garder à jamais. Au contraire, je crois que les plus beaux souvenirs que tout le monde garde de moments sont les moments justement furtifs. C'est ici que Mlle Boulanger confessait ses élèves après des longues séances de travail. Il en choisissait quelques-uns qui peut-être avaient beaucoup péché.
Et elle appelait ça l'allée des confessions dans son jardin ici à Annecourt, à Gargenville. Et c'est touchant parce que elle avait une relation avec ses élèves qui était un peu maternelle, mais en même temps avec une telle rigueur qui faisait qu'on avait l'impression toujours, même moi qui l'ai connu au soir de sa vie, d'être auprès d'un philosophe en fait. Alors, je n'ai pas connu élève cette allée des confessions, mais je m'y transpose en songe.
Il y a ce phénomène fabuleux chez les compositeurs, c'est ergo sum, n'est-ce pas? Je suis. Pourquoi à ce moment donné, toute analyse mise de côté, un compositeur ou un peintre, enfin un créateur, met-il à un moment donné la chose en place, dit c'est ça. Je veux cette note à ce moment-là, et à ce son, à cet instant-là, à cette durée. Ça ne s'explique pas toujours, ce n'est pas toujours explicable. C'est ce côté justement qui fait que l'instant devient éternel, comme ça. À un moment donné, Bach écrit un air, et c'est ça l'air. Et ça nous paraît évident quand on le connaît et qu'on l'aime, mais il n'existait pas avant qu'il l'écrive, et depuis qu'il écrit, il paraît évident. Et au-delà de toutes sortes de recherches dans la composition, je crois que c'est important de garder cette sorte d'idée qu'il faut être sincère et évident. Chez Scriabin, comme chez certains compositeurs comme ça peu fantasques, on a l'impression que ils avaient justement été au-delà du style, de la recherche, ils allaient directement à l'essentiel. Ce que j'aime beaucoup comme ça chez Scriabin, c'est qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. En général, on est dedans. Et on est parfois mal à l'aise parce qu'on est gêné, parfois on est ahuri, surpris. C'est une musique comme ça, épidermique, profondément... il ne s'occupait pas de forme, n'est-ce pas? Mais en même temps, son écriture, en soi, est assez conventionnelle. Je veux dire, c'est tonal, enfin, après tout. Mais ça prouve bien que le système tonal n'est pas aussi emprisonnant que cela. Si tant de siècles et tant de styles ont pu l'utiliser comme squelette pour s'exprimer d'une manière quasi contradictoire et différente en tout cas, ce n'était pas seulement changer les habits, c'était plus que ça, tout en gardant les lois de base du système tonal qui est la hiérarchie entre certains sons organisés. Et quand finalement on se rend compte qu'on est allé très loin dans les recherches de nouveaux ordres de hiérarchie ou pas d'ailleurs sonore, qui soient à 12 tons plus ou moins sériels, à d'autres systèmes, enfin des choses passionnantes, on se rend compte que finalement ce n'est pas parce qu'on a énormément de liberté et de possibilités de recréer des choses, des mondes pour s'y exprimer, que forcément on s'y exprime d'une manière très convaincante. Ou en tout cas, je crois que l'essentiel, et ça c'est l'héritage que j'ai reçu aussi, c'est qu'il faut d'abord avoir quelque chose à dire, et donc la manière de le dire vient avec.
Mademoiselle, dans ta poche. Non, non. C'est bien, comme ça tu peux en avoir quand tu en as besoin. D'accord? On y va. Vladimir, tu as... Oh non, regarde de tous les côtés. Vladimir, tu as ouvert, où sont les clés? Oui, papa.